Bonjour mes chers amis, nous sommes le 10 janvier. 10 janvier 2021, j'autofoque l'autofocus. 10 janvier, seulement 10 jours dans cette année 2021 viennent de passer, dites donc. Je sens qu'on va pas s'ennuyer. 2021 s'annonce une année décidément très prometteuse. Une attaque au Capitole, une révolution américaine qui a presque commencé et on ne sait pas si elle va se poursuivre ou si elle est définitivement avortée. Washington qui se barricade, presque 7000 gardes nationaux déployés avec armes et bagages au sein de la capitale américaine. Bref, le suspense se poursuit et continue, elle va continuer. Cette année 2021 nous réserve décidément beaucoup de surprises. Alors justement, on va essayer de comprendre 2021. Et comprendre 2021, ça va être le sujet de cette vidéo. Et pour comprendre 2021, il va falloir comprendre une hésitation, à mon sens. C'est mon analyse. Encore une fois, je vais vous présenter des éléments de réflexion et d'analyse, pas des vérités intangibles. La situation est évidemment extrêmement difficile à décrypter et d'une immense complexité, aussi bien politique qu'économique. Donc je ne vais pas vous dire quoi penser, mais partager avec vous, encore une fois, un certain nombre de réflexions qui mènent et qui conduisent à une analyse. Et puis cette analyse, évidemment, elle est évolutive. Effondrement, grand reset ou austérité. Et c'est un peu cette triple hésitation, ou ce triple risque, ou c'est un peu ces trois probabilités, ou ces trois hypothèses auxquelles nous allons être confrontés en 2021. Voilà, 2021 a déjà commencé, encore une fois sur les chapeaux de roue. Et donc comprendre 2021, c'est comprendre cette hésitation, notamment entre le grand reset et une politique d'austérité. Alors je fais effondrement, grand reset, politique d'austérité, tout en sachant qu'effondrement et grand reset en réalité vont ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un grand reset que s'il y a un effondrement. On ne peut justifier et expliquer et mettre en place un grand reset, une grande réinitialisation. Et dans les commentaires, amusez-vous si vous voulez sur la prononciation du mot reset, reset. Ok, on s'en fiche. Grand reset, d'accord, la grande réinitialisation. Cette grande réinitialisation ne peut être que consécutive ou la conséquence d'un effondrement, de quelque chose qui va ressembler à un effondrement. Effondrement économique, effondrement pandémique, effondrement monétaire, effondrement, voilà, d'accord. Donc effondrement égale grande réinitialisation, pas d'effondrement égale politique d'austérité pour essayer de sauver le système et de revenir à une situation pérenne dans globalement l'épaisseur du trait, le système actuel. Vous vous souvenez ce que je vous avais montré la semaine dernière? Je vous les remets très rapidement. Ça, c'est... Alors, il y en avait qui m'avaient demandé la source, parce qu'effectivement, la source ne se voit pas bien. C'est la Réserve fédérale, tout simplement. Le site de la Réserve fédérale américaine, donc de la Banque centrale américaine, leur site statistique s'appelle Fred, comme le prénom Fred. F-R-E-D. Et si vous tapez Fred dans votre moteur de recherche préféré, Fred statistique, eh bien, vous allez arriver sur le site tout simplement statistique de la Banque centrale américaine et vous aurez accès gratuitement et en illimité à tous ces beaux graphiques et ces beaux indicateurs économiques qui sont en accès libre, accessibles vraiment pour tous mais que bien peu ne regardent et n'analysent. Donc là, vous vous souvenez, c'était l'évolution de la masse monétaire. Donc une augmentation considérable. Et je vous disais la semaine dernière, difficilement tenable un tel rythme. Là ici, on avait l'évolution de l'endettement public en pourcentage du PIB. Pareil, plus 20, plus 30% de dette sur PIB en quelques mois. La vitesse d'accélération de cet endettement est difficilement tenable dans la durée. Et puis, je vous avais montré, expliqué que la vitesse de circulation de la monnaie diminue beaucoup. L'un d'entre vous a mis un commentaire récemment en bas de la vidéo de la semaine dernière en disant « Ah bah oui, mais d'accord, les billets, ils circulent plus lentement. » Si j'avais pris l'exemple des billets d'un billet qui circulait beaucoup plus lentement et donc avec ce même billet, plus il circule lentement, moins on fait de transactions économiques, alors que si ce billet passe de main en main toutes les heures, et ben toutes les heures avec ce même billet on peut faire 100 transactions économiques comme on peut en faire que 10. Et il me disait oui bah, d'accord les billets ok mais maintenant on n'utilise plus des billets, on utilise des euros électroniques. C'est la même chose. Là ici la vitesse de circulation de la monnaie elle ne mesure pas
moi j'ai pris un exemple, j'essaie d'être pédagogique, mais là ici, on ne mesure pas que la vitesse de circulation des billets, évidemment. On mesure la circulation de la monnaie en général, sous toutes ses formes, qu'elle soit sous forme de billets, évidemment, ou sous forme de virement ou de paiement par carte bleue. Et donc voilà, j'étais parti sur cet exemple pour illustrer, mais comme quoi, vous voyez, ça n'a pas été forcément compris par tous, donc je voulais en profiter pour faire cette petite mise au point. Ici, on mesure bien la vitesse de circulation de la monnaie, tout type de monnaie confondue, monnaie électronique, monnaie papier, monnaie virement, monnaie, voilà, tout mode de paiement en fait. Hein, c'est pas tout type de monnaie, c'est tout mode de paiement monétaire, ça ne rentre pas en compte. Hein, c'est vraiment la totalité de la vitesse de la circulation de la masse monétaire. Revenons-en après cette petite digression et mise au point au grand reset ou la politique d'austérité. Il y a deux gros dossiers que je suis en train de vous traduire et donc qui vont arriver cette semaine et la semaine prochaine pour mes abonnés à la Let's Stratégie. Le premier, c'est la traduction du dossier spécial du Time consacré au grand reset, donc la grande réinitialisation, contre le rapport et le dossier de 88 pages du G30 qui a été fait par Mario Draghi, l'ancien grand mamamouchi et gouverneur de la Banque Centrale Européenne, sur la manière de restructurer le secteur, on va dire le secteur privé, le secteur des entreprises dans un scénario post-Covid. Bon. Et là, vous avez deux visions radicalement opposées qui sont là. Hein. Vous avez d'un côté la tentative de on renverse la table, on refait un nouveau système, et de l'autre côté, oh là là, on change rien. Ici, c'est pas n'importe qui, c'est le G30 quand même, donc c'est les 30 pays les plus développés, on va dire, en tout cas les 30 plus grosses économies de la planète. Donc le G30, c'est quand même une sacrée instance de gouvernance internationale. Encore une fois, on n'aime pas, c'est pas le sujet. Le G30, c'est une très grande instance de gouvernance internationale, de gouvernance mondiale. Donc quand vous avez un rapport qui dit ça et qui est estampillé G30, c'est pas totalement anodin. De l'autre côté, la grande réinitialisation et le grand reset, ben, c'est pas le G30 qui le porte. Hein. Vous savez, c'est le Forum économique de Davos et c'est Klaus Schwab, le grand mamamouchi et le grand maître loyal de Davos. Alors, un double problème majeur. Ceux qui veulent un grand reset et ceux qui veulent une austérité et le remboursement des dettes. Voilà, donc on a deux camps au sein même des, on va dire, mondialistes, globalistes actuels. Voilà, on a deux camps, j'ose même plus parler des souverainistes du camp trumpiste. Pour le moment, on va dire qu'il y a presque une chasse aux sorcières qui a démarré aux États-Unis contre le clan Trump. On va bien voir ce que ça va donner. Je ne suis pas persuadé que ça se passe très très bien dans les jours et semaines qui viennent. Et pour Biden, ça risque d'être quand même, à mon sens, assez compliqué. C'est en train de se tendre absolument terriblement aux États-Unis et c'est assez inquiétant. Et ça sera d'ailleurs l'une des inconnues économiques de 2021 parce que souvenez-vous, j'avais fait un dossier intitulé « La seconde révolution américaine ». Vous imaginez bien que si on va vers des affrontements très forts ou très intenses aux États-Unis, ça aura des répercussions économiques qui seront évidemment mondiales, boursières mondiales, etc., etc. Donc c'est une situation à surveiller comme le lait sur le feu, ce qu'il se passe actuellement aux États-Unis, en dehors de toutes les convictions personnelles de chacun. Donc, je voulais juste vous montrer et vous dire quelque chose. Il y a le grand reset ou il y a l'austérité. Dans les deux cas, et par rapport au graphique que je vous avais montré tout à l'heure, vous savez, avec cette grande envolée aussi bien de l'endettement sur PIB que de la création monétaire, je voulais vous montrer aujourd'hui un autre graphique pour aller toujours plus loin dans cette réflexion et dans ce qu'on peut penser, imaginer, analyser. Vous avez ici l'expression du bilan des banques centrales versus le PIB de chaque zone. Et donc, juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, donc là, la courbe rose ici, c'est la Banque Centrale Européenne. Nous sommes à 45% de bilan, c'est-à-dire que la monnaie, l'augmentation de la masse monétaire dont la Banque Centrale Européenne est à l'origine, équivaut à 45% du PIB de la zone euro. Pour information, au Japon, c'est la courbe blanche,
on est déjà à 112%. Donc vous voyez, entre la BCE, qui est d'ailleurs plutôt à 50% actuellement que 45% par rapport à ce graphique, et le Japon qui est à presque 113-115%, nous avons une très grande capacité encore d'augmentation de la masse monétaire, et que je sache, le Japon ne s'est pas encore effondré. Mais plus intéressant, parce que là aussi, nombreux seront ceux qui disent « Oh là là, moi j'ai pas forcément confiance dans le dollar, dans l'euro ». Si je prenais du franc suisse, eh bien regardez, le franc suisse, c'est cette courbe-là, c'est la courbe la plus élevée, et la Banque nationale suisse, c'est celle qui en réalité a le plus monétisé, a le plus imprimé, a le plus augmenté sa masse monétaire en pourcentage du PIB, et donc elle est à 122% de masse monétaire, enfin de bilan en fait sur PIB, et donc vous voyez que le franc suisse et la Suisse ne se sont pas pour autant effondrés, donc avec 50% avec 45% à l'époque pour la BCE il y a quelques mois encore, c'est au milieu de l'année, encore une fois là on est au milieu de l'année 2020 à peu près, donc on est plutôt à 50%, on va plutôt être à pareil 40% pour la Fed, donc ici en bleu c'est la Fed, donc la Banque centrale américaine. Donc 31%, 45%, vous voyez, on a beaucoup de marge de progression. Ça veut dire que l'effondrement n'est pas forcément imminent. Quand vous voyez ce graphique-là, quand vous voyez les premiers graphiques que je vous présentais la semaine dernière, on peut se dire oh, l'effondrement est imminent. Mais quand on le relativise avec ce graphique-là, on se dit il y a encore de la marge. Alors évidemment, il y a encore de la marge, mais tout va dépendre aussi de la confiance des ménages. Et dans l'économie, la confiance, c'est quelque chose d'important. Tout va dépendre de la confiance et des anticipations des agents économiques. Évidemment, vous imaginez si on repart encore 3e confinement, 4e confinement, la vaccination qui ne marche pas, le nouveau variant, on injecte, etc. Bref, donc vous voyez, il y a beaucoup de les jeux sont complètement ouverts sur cette année 2021. Donc justement, à propos d'épidémies, de pandémies, etc. Encore une fois, je me fiche de savoir si certains pensent qu'il y a un vrai virus, pas un vrai virus, une fausse pandémie, une vraie pandémie, qu'on nous enferme pas. C'est pas mon sujet ici, et c'est pas un sujet politiquement polémique ou pas polémique, d'accord ? Je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Simplement, on analyse de manière économique la situation. L'effondrement, donc si on part dans une hypothèse de grand reset, et bien évidemment on a une hypothèse d'effondrement. Hein, c'est le miroir. À l'effondrement correspond la grande réinitialisation. Donc il faudrait par exemple que la pandémie dure encore et encore, de nouveaux variants, la vaccination qui ne fonctionne pas, des mutations, voire même une aggravation, et puis bon, on s'en sort pas, et ça continue comme ça. Encore 1 an, encore 2 ans, et puis évidemment l'économie est complètement exsangue. Les banques centrales à ce moment-là impriment et passent en mode no limit. Donc elles y vont, il faut soutenir l'économie. Donc ce que je vais vous montrer avant, que le bilan des banques centrales par rapport au PIB de chaque zone monétaire augmente considérablement, et donc évidemment on finit par arriver à une crise monétaire parce qu'on va créer trop de monnaie, à une crise de l'endettement des États parce qu'on va créer trop de dettes, et ça c'était les 2 premiers graphiques que je vous avais montrés. Donc on continue sur cette dynamique extrêmement violente d'augmentation et de nos dettes et de la création monétaire, et à ce moment-là on en revient à ce que je vous disais la semaine dernière, ce n'est pas tenable, hein. Donc c'est tenable pendant quelques mois, mais c'est pas tenable pendant quelques années évidemment, et donc on se retrouve avec la nécessité d'une remise à zéro et d'une immense réforme économico-monétaire qu'on va appeler au hasard la grande réinitialisation et le grand reset. Donc pour ça, faut qu'il y ait un choc monumental sur l'économie. Typiquement, la pandémie correspond à ce type de choc monumental. Vous avez la seconde révolution américaine qui pourrait venir amplifier ce choc, évidemment, qui, pareil, a le potentiel nécessaire à provoquer un effondrement. De l'autre côté, l'hypothèse de l'austérité et du sauvetage du système. Et là, je vous renvoie au graphique que je vous ai montré spécialement aujourd'hui, qui était les bilans de la Banque centrale par rapport au PIB de chaque zone, pour vous montrer, regardez, par rapport à la Banque suisse ou par rapport à la Banque centrale du Japon, on a évidemment encore beaucoup de potentiel de progression dans le mauvais, hein, et dans la création monétaire, et on peut y aller encore. On a encore du potentiel. Et donc, ça voudrait dire quelque part qu'on peut avoir la tentation de se dire « Non mais attends, le système il est sauvable, donc imaginons que la pandémie passe, que les vaccins fonctionnent, qu'on réussisse à enrayer la mécanique et à faire repartir notre économie un peu comme avant, et bien à ce moment-là,
Vous pouvez vous reporter à ce rapport que je suis en train de vous traduire de 88 pages de Mario Draghi et de Rajan, l'ex-gouverneur de la Banque d'Inde, Banque centrale d'Inde. Et donc là, on a sauvé la monnaie, sauvé la solvabilité des États comme objectif, l'austérité et le paiement des dettes, la salade grecque pour tout le monde, c'est-à-dire que souvenez-vous ce qui s'est passé au début des années 2010 pour la Grèce et le programme et la cure d'austérité terrible à laquelle la Grèce et le peuple grec a été soumis, eh bien c'est évidemment ce qui pourrait nous attendre avec austérité, contraction, récession et déflation. Alors, vous imaginez bien que, ah oui, ça, lui, c'est le patron, ce monsieur, c'est le patron de la Banque centrale allemande, l'équivalent de Villeroy de Galhau et de la Banque de France en Allemagne, la BUBA, la Bundesbank. Et il a dit, nous ne prendrons pas en considération les coûts du service de la dette souveraine si la stabilité des prix impose des taux d'intérêt plus élevés. Je vous traduis, moi, il y en a augmenté les taux d'intérêt si moi, il y en a avoir trop d'inflation ou trop de monnaie. Voilà, si tu augmentes les taux d'intérêt vu la conjoncture économique actuelle ou même future dans 6 mois, alors là on va tous au tapis, ça va être une catastrophe absolue, donc ça va être une austérité dévastatrice. Bon, moi j'y crois pas trop, mais en tout cas voilà ce qu'a dit Weidemann, le patron de la Banque centrale allemande. C'est pas très sympathique et c'est pas hyper friendly comme diraient les anglo-saxons en termes monétaires et en termes européens. Ça serait très compliqué comme politique pour la France, mais vous voyez bien que là, il ne vous parle pas de grand reset, quoi. Il ne vous parle pas de grande réinitialisation, il ne vous parle pas de brûler la monnaie, il ne vous parle pas d'aller au bout en mode no limit. Il vous parle de rétablir le système, et donc là, on est sur la ligne G30, en fait, hein, exactement ce qu'a dit Mario Draghi. Donc mes sous dans tout ça, et oui, et moi, eh ben, on va prendre l'exemple, je vais juste vous illustrer les raisonnements qu'on peut avoir par rapport à l'immobilier. Eh bien, si on prend l'exemple de l'immobilier, dans l'hypothèse d'un grand reset, d'une grande réinitialisation, donc d'une fuite en avant dans la création monétaire, il est évident qu'on a intérêt, a priori comme ça, à s'endetter à taux fixe aujourd'hui à pas cher pour acheter un appartement ou une maison, parce qu'on va gagner l'inflation. De toute façon, les prix vont monter, notre crédit va rester fixe, et donc même si on n'arrivait pas à le rembourser, l'augmentation des prix liée à l'inflation ferait qu'on pourrait revendre la maison peut-être 3 fois plus cher que ce qu'on l'a acheté, donc de toute façon on pourrait toujours rembourser le crédit quand bien même on n'aurait pas de locataire solvable par exemple. Donc aujourd'hui rembourser en monnaie de singe, demain avec l'inflation ou l'hyperinflation des actifs, apparemment ça pourrait être hyper intéressant. Donc évidemment ça c'est si on va en mode no limit. Si on va pas, alors c'est valable pour l'augmentation de tous les actifs, ça va marcher avec l'or, avec les actions en bourse, etc. etc. Le problème c'est qu'on va vous faire du crédit que pour acheter un appartement, pas forcément pour acheter de l'or ou des actions en bourse évidemment. Mais imaginons l'autre hypothèse qui est celle du sauvetage du système actuel, le rapport du G30, alors là vous n'avez pas forcément intérêt à avoir un crédit, parce que si on vous augmente les taux d'intérêt, même si vous avez emprunté à pas cher, les actifs vont se contracter, on va partir dans de l'austérité, dans de la contraction, dans de la récession, dans de la déflation, et non dans la baisse des prix des actifs. Et alors là, vous serez plus payé sur votre loyer parce que votre locataire, il aura perdu son travail, il sera plus solvable. Et puis évidemment, la valeur de votre appartement, elle va diminuer. Et il va se passer exactement la même chose que ce qui s'était passé en 2007 aux États-Unis, 2007-2008 avec la crise des subprimes. Les maisons perdaient de la valeur. Et donc les maisons valaient moins cher que le crédit qu'il vous restait à rembourser. Donc c'était comme ça que les gens ramenaient les clés directement dans leur agence bancaire, il y avait des kits, etc. Ils ramenaient des clés, ils avaient des kits juridiques pour redonner la clé et en disant au banquier, voilà, débrouille-toi, je vais pas attendre que le shérif vienne avec le taser et le pistolet, je pars tout de suite, je te rends le truc, et puis mon hypothèque, ma maison, elle vaut moins que le crédit, c'est pas grave, voilà, je te rends les clés, terminées, toi la banque, tu te débrouilles. Donc ça, en gros, c'était pour vous montrer, dans un cas, on peut être très acheteur d'immobilier, par exemple, et dans l'autre cas, il ne faut surtout pas être acheteur d'immobilier. Et donc, vous voyez, c'est compliqué, là, justement, on met sous dans tout ça. Ça veut dire que, dans tous les cas, quand on a une approche un petit peu patrimoniale, eh bien, on essaye toujours de faire des placements face je gagne et pile je ne perds pas. Voilà, et ça, c'est ce que je vous raconte dans ma lettre stratégie, évidemment. Conclusion. Alors soyons modestes, et je voulais vraiment vous présenter ces deux hypothèses parce que je crois vraiment que c'est comme ça qu'on doit comprendre aujourd'hui 2021.
On ne sait pas comment 2021 va basculer. Je n'ai pas la réponse et pour vous dire ma conviction profonde, pas la vérité, mais ma conviction profonde, je pense que personne n'a la réponse, pas même ceux qui nous dirigent. Aujourd'hui, ils ne savent pas eux-mêmes dans quel sens ils vont aller, parce qu'il n'y a pas, à mon sens, aujourd'hui, de consensus général dans un sens ou dans un autre, et que tout ça, c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Il y a des tendances, il y a des envies, il y a des souhaits, il y a des tiraillements, mais il n'y a pas aujourd'hui de consensus, et vous imaginez bien que pour faire une grande réinitialisation, il faut un consensus européen, mais évidemment mondial. Biden n'est pas encore à la Maison-Blanche, on ne sait pas encore comment tout ça va pouvoir changer, on ne sait pas quelle va être la marge de manœuvre de Biden aux États-Unis dans les mois qui viennent. Donc tout ça, en fait, c'est beaucoup d'inconnus qui font que celui qui vous dit « moi, je sais exactement ce qui va se passer en 2021 », eh bien, je pense qu'il est un petit peu présomptueux, pour le dire de manière sympathique et bienveillante. Donc un grand reset, le sauvetage du système actuel en allant jusqu'au bout de l'austérité, je ne sais pas. Ce qu'il faut en revanche, c'est surveiller la pandémie. Si les confinements durent, la probabilité de l'hypothèse du grand reset et de l'effondrement va prendre corps, si vous voulez. En revanche, si jamais l'épidémie passe, on peut avoir la tentation de sauver le système actuel et de repartir comme avant. Et donc là, avec un peu d'austérité et essayer d'assurer la solvabilité des États le plus longtemps possible. Et on a encore du mou, c'était ce que je voulais vous montrer. On a encore effectivement la possibilité de le faire. Et donc, ça peut être une possibilité. Et donc, le point de bascule pourrait ne pas se situer sur 2021 en réalité, mais plutôt sur 2022 ou 2023 pour savoir si on va plutôt aller vers une grande réinitialisation ou plutôt sur un sauvetage du système économique actuel qui pourtant est évidemment bien mal en point. Alors, restez à l'écoute, abonnez-vous au site insolentiae.com évidemment, mais vous pouvez aussi vous abonner à la lettre stratégie que vous trouverez dans la boutique ou en cliquant sur le petit i machin qui doit figurer sur l'écran lorsque vous regardez cette vidéo et qui vous permettra, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, eh bien d'avoir notamment la traduction du dossier spécial du Time sur le grand reset et puis la traduction avec évidemment mon analyse à chaque fois du rapport du G30 et de Mario Draghi et de Rajan, l'ancien gouverneur de la Banque centrale indienne, qui vont vous éclairer sur ce qui se passe aujourd'hui dans la tête de ceux qui nous dirigent, dans un sens comme dans l'autre, et donc connaître toutes les hypothèses, c'est évidemment vous permettre de mieux vous positionner par rapport à toutes les possibilités. Et encore une fois, avec toujours un objectif, face je gagne, pile je ne dois rien perdre, et donc c'est toujours comme ça qu'on doit essayer d'aborder les choses, mais pour ça il faut avoir la connaissance la plus fine possible de son environnement. Évidemment, vous avez le droit de me mettre un gros doigt bleu de Schtroumpf et de vous abonner à la chaîne Le Grenier de l'Écho et puis de passer toutes ces vidéos à vos amis, à ceux que vous aimez, voilà, parce que c'est plutôt chouette de partager ce genre de choses. Mes amis, merci pour votre attention, je ne vous tiens pas plus longtemps, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Grenier de l'Écho qui j'espère vous passionnera tout autant. Et puis merci à vous encore, merci. Prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Salut les amis, à bientôt.